Je n'ai jamais cru qu'un cœur humain pouvait dissimuler autant de ténèbres pendant si longtemps. Pendant 50 ans, j'ai partagé ma vie, mes secrets, mes deuils, mes victoires et mes douleurs avec une femme que je considérais comme une sœur. Son nom était Élise. Nous avons grandi côte à côte dans une rue étroite de Lyon, en 1974, où les volets en bois grinçaient au vent et où les matins sentaient le pain chaud de la boulangerie de la place Bellecour. À cette époque, j'étais loin d'imaginer que derrière ses sourires doux et sa présence silencieuse se cachait une vérité si sombre qu'elle allait briser non seulement mon passé, mais tout ce que j'avais construit autour de l'idée d'amitié. Pendant des décennies, j'ai cru que nous étions inséparables. Je la défendais, je la protégeais, je la présentais comme la femme la plus fidèle que je connaisse. Ensemble, nous avons traversé l'adolescence, les études, les premiers amours, les déceptions, les mariages, et même les enterrements. Je l'ai accueillie dans ma maison, assise à ma table, présente dans toutes les photos importantes de ma vie. Mais un jour, alors que j'avais déjà dépassé les 60 ans, un message inattendu m'est parvenu. Une lettre laissée par quelqu'un qui avait connu Élise avant moi. Une lettre qui expliquait ce qu'elle m'avait caché durant un demi-siècle, depuis notre enfance. Élise me haïssait profondément. Pas par jalousie. Pas par rivalité. Pas par un événement soudain. Non, son dégoût était né le tout premier jour où nos regards d'enfants s'étaient croisés. Et à partir de là, ma vie entière s'est fissurée. Avant que je vous raconte cette histoire, j'aimerais savoir quelque chose. D'où regardez-vous cette narration? Êtes-vous en France, peut-être à Lyon comme moi? Ou quelque part dans un autre pays, dans un autre fuseau horaire, en train de chercher un moment d'évasion, de réflexion ou peut-être de réconfort? Laissez un commentaire en disant votre ville, votre pays, car j'adore imaginer où mes mots voyagent, quelle maison, quel salon, quelle chambre reçoivent cette histoire que je vais vous confier. Ce que je m'apprête à partager n'est pas une simple anecdote. C'est une vérité découverte tard dans la vie, une révélation cruelle qui a bouleversé tout ce que je pensais savoir sur l'amitié, la loyauté et la confiance. Préparez-vous, car ce que j'ai vécu pourrait arriver à n'importe qui. Je suis né en 1951, dans un quartier modeste de Lyon où les ruelles étaient pavées, les murs recouverts de vieilles affiches décolorées, et les voisins se saluaient comme s'ils appartenaient à la même famille. C'était un endroit simple, presque immobile, où les enfants jouaient du matin au soir, courant entre les buissons et les cages d'escalier. C'est là que j'ai rencontré Élise, une petite fille aux couettes brunes, au regard vif mais impossible à déchiffrer. Nous avions à peine 3 ans lorsque nos mères nous ont présentés, et pendant longtemps j'ai cru que ce jour-là avait été un cadeau du destin. Je me trompais lourdement. En 1974, j'avais déjà 23 ans et une vie pleine de rêves. Je travaillais dans une petite librairie proche des quais, un endroit chaleureux qui sentait le papier ancien et la lavande. Élise, elle, venait souvent me rendre visite. Elle se tenait près du comptoir, les mains croisées, observant les clients comme si elle évaluait chacun de leurs secrets. Je prenais sa présence silencieuse pour de la timidité. Aujourd'hui, je sais qu'elle observait autre chose, ce que j'avais, et qu'elle n'avait pas. Nous étions inséparables. Nous marchions ensemble dans les rues du Vieux-Lyon, partageant des glaces au citron, riant du moindre incident, pleurant ensemble lors de nos premières déceptions amoureuses. Je l'invitais à toutes les fêtes familiales, je lui prêtais mes vêtements, je lui offrais mes confidences les plus intimes. Elle, en retour, offrait un sourire, ce sourire fin, mesuré, qui me rassurait autant qu'il me troublait sans que je sache pourquoi. Avec le recul, je me rends compte que chaque moment de bonté que je lui offrais était comme une étincelle sur un feu de rancœur qu'elle nourrissait en secret. Elle voulait être près de moi, mais pas parce qu'elle m'aimait. Elle voulait être là pour voir jusqu'où j'irais, pour mesurer ce qu'elle pensait être une injustice, que la vie m'ait donné plus de chance qu'à elle. C'est également en 1974 que ma relation avec Laurent, celui qui deviendrait plus tard mon mari, a commencé à s'épanouir. Élise me posait des questions insistantes. Tu es sûr qu'il t'aime vraiment, tu ne trouves pas qu'il est distant, tu crois qu'il te correspond? À l'époque, je riais de ses inquiétudes, persuadée qu'elle se souciait simplement de moi. Aujourd'hui, je comprends que chaque doute qu'elle semait était calculé, patient, froid. Mais malgré tout, je ne voyais rien. Je ne voulais rien voir. Pour moi, Élise était une sœur, quelqu'un que la vie avait placé à mes côtés comme un pilier. Si on m'avait dit alors que depuis l'enfance,
cette femme me détestait, je me serais senti insulté. C'était impossible. Inconcevable. Impensable. Pourtant, ce voile d'illusion allait commencer à se déchirer lorsque, un soir de décembre, un événement anodin en apparence révéla une fissure dans son masque soigneusement construit. Car ce que j'ai vu ce soir-là, a été la première preuve que quelque chose de très sombre grandissait dans l'ombre depuis des années. Ce soir de décembre 1974, le froid était si vif que la buée sortait de nos bouches comme de petits nuages tremblants. Je me souviens parfaitement de la lumière orangée des lampadaires reflétée sur les pavés humides du vieux Lyon. Laurent m'avait invité à dîner dans un petit restaurant près de Saint-Jean, et Élise avait insisté pour m'aider à me préparer. À l'époque, cela ne m'étonnait pas, elle était toujours prête à se rendre utile, toujours présente dans les moments marquants de ma vie, comme si elle voulait s'y incruster à tout prix. Je me revois devant le miroir, ajustant une barrette dans mes cheveux, tandis qu'Élise me fixait dans le reflet. Ses yeux avaient quelque chose de dur, de figé. Lorsque je me suis retournée pour lui demander son avis, elle a esquissé un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Tu es jolie » a-t-elle murmuré. Mais son ton m'a glacée. Jolie, mais prononcée comme une menace. Quand j'ai quitté l'appartement, elle m'a suivie jusqu'à la rue. Elle prétendait vouloir acheter des cigarettes. Je n'y ai pas prêté attention. Pourtant, en m'éloignant, j'ai senti quelque chose me brûler dans le dos, comme un regard trop lourd, trop intense. Je me suis retournée, elle était toujours là, droite comme un piquet, à moitié cachée dans l'ombre du porche. Elle ne bougeait pas. Elle me fixait. Le dîner avec Laurent s'est déroulé à merveille. Il était tendre, drôle, sincère. Nous parlions de projets, du futur, de voyages. Il m'a offert un petit pendentif en forme de feuille d'érable. Un détail, certes, mais qui avait pour moi une valeur immense. Quand je suis rentrée chez moi, le cœur léger, Élise m'attendait dans le salon, assise dans le noir. La seule lumière provenait de la rue, filtrant par les volets entr'ouverts. « Tu es rentrée tard » dit-elle, la voix plus froide que le vent dehors. Je lui racontai ma soirée, naïvement. Elle hocha la tête, mais je vis ses mâchoires se crisper. Elle me demanda à voir le pendentif. Je le lui tendis. Elle le garda dans sa main quelques secondes de trop, ses doigts serrés, presque douloureusement. Puis elle me le rendit sans un mot. Ce fut ce silence-là qui m'alarma. Un silence chargé. Dense. Un silence qui ne ressemblait pas à celui d'une amie, mais à celui d'un juge. Les jours suivants, Élise devint étrange. Elle apparaissait à des moments inattendus, surgissant dans la librairie sans prévenir, offrant des sourires brusques, des commentaires déplacés sur ma relation avec Laurent. Tantôt aimable, tantôt distante. Tantôt généreuse, tantôt venimeuse. Elle oscillait entre la lumière et l'ombre comme si elle ne savait pas à quel rôle s'accrocher. Je pensais qu'elle traversait une période difficile. Je voulais la comprendre, l'aider. Je ne savais pas encore que ce changement n'était pas une crise, mais une fissure dans un plan qu'elle nourrissait depuis des années. Et puis un soir, ce fut Laurent lui-même qui me mit la puce à l'oreille. Il m'a dit avoir croisé Élise, dans un endroit où elle n'aurait jamais dû se trouver, et surtout, à un moment où elle m'avait juré être ailleurs. Lorsque Laurent m'a raconté cette rencontre inattendue, quelque chose en moi s'est figé. Nous étions assis dans un café près de la place Bellecour, un endroit que nous fréquentions souvent pour parler de tout et de rien. Ce jour-là, cependant, son visage exprimait une hésitation inhabituelle, comme s'il cherchait la meilleure façon d'aborder un sujet délicat. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise » commença-t-il, en jouant nerveusement avec la cuillère de son café. « Mais j'ai vu Élise hier soir. » Je souris naïvement. « Tu sais bien qu'elle passe souvent dans le quartier ?» Mais il secoua la tête. « Pas là où je l'ai vue. » Il marqua une pause, puis reprit. « Je sortais du cabinet médical près de la rue Sainte-Hélène, et en passant devant la petite place derrière, je l'ai aperçue. Elle parlait avec quelqu'un, ou plutôt, elle s'énervait. Son visage était totalement différent. Je ne l'ai jamais vue comme ça. » Je fronçai les sourcils. Élise m'avait dit qu'elle passait la soirée avec sa tante malade à Villeurbanne. Elle avait insisté sur ce détail, presque trop. Ce mensonge soudain me déstabilisa. « Tu es sûr que c'était elle ?» demandai-je,
tentant encore d'expliquer l'inexplicable. Je suis certain, répondit-il calmement. Et quand elle m'a aperçu, elle s'est tue immédiatement. Comme si elle avait été prise sur le fait. Une sensation étrange, presque douloureuse, monta dans ma poitrine. Pourquoi Élise m'aurait-elle menti? Pourquoi se serait-elle trouvée là, seule, agitée, parlant à une silhouette que Laurent n'a pas pu identifier? En rentrant chez moi ce soir-là, je ne parvenais plus à chasser ces pensées. La maison me semblait plus froide, plus silencieuse. J'attendais Élise, car elle venait presque chaque jour, mais une partie de moi espérait qu'elle ne frappe pas à ma porte. Je ne voulais pas croiser ses yeux avant d'avoir trouvé une explication à tout cela. Mais elle arriva quand même. Toujours sans prévenir, comme si elle lisait mes horaires mieux que moi-même. « Tu as l'air préoccupée, dit-elle en entrant, déposant son manteau sur ma chaise comme si l'appartement lui appartenait aussi. Je l'observais attentivement. Ses gestes étaient précis, son sourire contrôlé. Rien ne trahissait la femme que Laurent avait décrite. Je pris une inspiration profonde. Laurent t'a vu hier. Elle se figea. Une fraction de seconde seulement, mais suffisamment pour que je le remarque. Puis elle haussa les épaules, feignant l'indifférence. Ah oui. Je me promenais, c'est tout. La Sainte-Hélène? Tu n'étais pas censé être avec ta tante? Cette fois, son regard changea. Il se durcit, s'assombrit. Je connaissais Élise depuis plus de 20 ans, mais jamais je n'avais vu cette expression sur son visage, une expression mêlée d'agacement, et de quelque chose d'autre. De beaucoup plus profond. Tu me surveilles maintenant? Lança-t-elle sèchement. Je restai abasourdi. Moi? Surveiller? C'était elle qui apparaissait partout, comme une ombre accrochée à ma vie. Ce fut la première fois que je ressentis une distance réelle entre nous. Un froid. Un mur invisible. Et pourtant, ce n'était que le début. Car quelques jours plus tard, je découvris quelque chose d'encore plus troublant. Élise avait parlé de moi, à quelqu'un que je ne connaissais pas, en utilisant des mots que je n'aurais jamais imaginé sortir de sa bouche. Ce que cette personne m'a révélé, a fissuré définitivement l'image que j'avais d'Élise depuis l'enfance. Quelques jours après cette discussion tendue avec Élise, je reçus un appel qui allait bouleverser mes certitudes. C'était une voix que je ne connaissais pas, celle d'une femme âgée, au timbre rauque, comme usée par les années et les secrets trop longtemps enfouis. « Vous êtes bien Madeleine ?» demanda-t-elle. « Oui, qui est à l'appareil ?»« Je m'appelle Colette. » Nous ne nous connaissons pas, mais je pense que nous devrions parler. C'est au sujet d'Élise. Mon cœur fit un bond. J'acceptai immédiatement de la rencontrer. Nous nous donnâmes rendez-vous dans un petit café discret près de la Guillotière, un endroit presque vide, où le bruit de la machine à espresso couvrait à peine les chuchotements des clients. Lorsque j'entrai, la femme m'attendait déjà. Petite, voûtée, les yeux remplis d'un mélange de lucidité et de fatigue. Dès qu'elle me vit, elle posa ses mains sur la table comme pour se stabiliser. « Je vais aller droit au but, dit-elle. Je connais Élise depuis bien avant vous. Et je crois que vous devez savoir certaines choses. » Je m'assis lentement, le cœur battant. « Que voulez-vous dire ?» Colette inspira profondément. « Je connais sa famille. J'ai vu cet enfant grandir. J'ai vu ce qu'elle ressentait. Ce qu'elle cachait. Et ce qu'elle nourrissait depuis si longtemps. » Elle marqua une pause. « Là elle parle de vous. Souvent. Trop souvent. Et pas comme une amie parle d'une amie. » Je me sentis glacée. « Comment ça ?» Colette baissa la voix. « Là elle vous envie. Elle vous observe. Elle vous compare à elle. Depuis l'enfance, elle dit que tout vous revient sans effort. Que vous lui prenez ce qui devrait être à elle. » Je fus profondément bouleversée. Mais pourquoi? Je l'ai toujours aimée comme une sœur. Je lui ai tout offert. Tout partagé. Justement, répondit Colette. C'est cela qui l'étouffe. Vous êtes devenue la personne qu'elle n'a jamais réussi à être. Vous êtes sa blessure vivante. Je restai sans voix. Tout mon corps tremblait. Colette continua. Et ce n'est pas tout. Elle parle de Laurent aussi.
Mes doigts se crispèrent sur la tasse. Que dit-elle de lui? Qu'il ne vous mérite pas. Qu'il aurait dû la choisir, elle. Qu'elle ne vous laissera jamais gâcher ce qu'elle ne peut plus avoir. Je sentis un vertige. Tout tournait autour de moi. Non, non, ce n'est pas possible. Élise n'a jamais montré. Colette posa doucement sa main froide sur la mienne. Les gens comme elle ne montrent jamais. Ils observent. Ils accumulent. Ils attendent. Je sentis une larme rouler sur ma joue, silencieuse. Comment une femme que j'avais aimée, protégée, défendue, pouvait-elle nourrir un tel venin contre moi? Elle vous déteste depuis la première année d'école, murmura Colette. Et elle ne vous le pardonnera jamais. Je levai les yeux, horrifié. La première année? Mais, pourquoi? Elle m'observa longuement avant de répondre. Car ce qui s'est passé en 1974, alors que nous n'avions que 6 ans, était bien plus grave que ce que j'aurais jamais pu imaginer. Lorsque Colette prononça ces mots, ce qui s'est passé en 1974, alors que vous n'aviez que 6 ans. Un frisson me parcourut l'échine. Je me souvenais très clairement de cette année-là, l'école primaire au cœur du quartier, les pupitres en bois, les ardoises noirâtres, l'odeur de craie, les rires dans la cour, les billes colorées que nous collectionnions comme des trésors. Rien, absolument rien, ne me semblait sombre dans mes souvenirs. Pourtant, le regard grave de Colette me disait que j'avais oublié un détail, ou qu'on me l'avait caché. Qu'est-ce qui s'est passé? Demandai-je, la gorge serrée. Colette inspira profondément, comme si raconter cette histoire la replongeait dans une époque qu'elle aurait voulu effacer. Élise avait une mère très particulière. Froide, exigeante, incapable de donner de l'affection. Elle comparait Élise à toutes les autres petites filles du quartier. Et vous, Madeleine, vous étiez la pire comparaison possible. Je restais bouche bée. Moi. Mais j'étais une enfant, je ne faisais rien. Justement, poursuivit-elle. Vous ne faisiez rien. Vous étiez spontané, bien entouré, aimé de tous. Les maîtres vous adoraient. Vous aviez des bons résultats sans effort apparent. Pour la mère d'Élise, vous étiez tout ce que sa fille n'était pas. Alors elle a commencé à répéter, encore et encore, cette petite te volera tout. Elle t'enlèvera ta place. Elle prendra ce qui t'appartient. Je fus frappé de stupeur. Mais, comment une mère peut-elle dire ça? Parce qu'elle était malade. Aigrie. Obsédée par l'idée que sa fille devait surpasser toutes les autres. Et lorsqu'elle a vu que vous vous rapprochiez d'Élise, elle a semé en elle une graine de méfiance, de peur. Puis cette peur est devenue jalousie. Et la jalousie, de la haine. Mon cœur se serra. Je revoyais Élise, petite, timide, me tenant la main dans la cour, riant soudain avec moi, comme si ces instants la soulageaient de quelque chose que je n'avais jamais compris. Mais pourquoi 1974? Insistai-je. Colette soupira. Parce que cette année-là, vous avez gagné le concours de dessin de l'école. Et Élise ne l'a pas supporté. Elle n'a pas supporté les félicitations, les photos, les compliments. Elle s'est mise à pleurer en disant à sa mère, « Madeleine a toujours tout. Moi, jamais. » Je me souvenais du concours, vaguement. Une maison dessinée au pastel, un soleil trop grand, un chat mal proportionné. Je n'avais rien trouvé d'extraordinaire. Et pourtant, ce jour-là, on m'avait applaudi. On m'avait embrassé. On m'avait offert quelques crayons de couleur dans une petite trousse rouge. La fameuse trousse rouge. Et soudain, un souvenir lointain, flou, me revint. Élise tirant violemment cette trousse de mes mains. Élise pleurant, hurlant qu'on m'aimait plus qu'elle. Élise refusant de me parler pendant des jours, avant de revenir, souriante, comme si de rien n'était. Ce jour-là, reprit Colette, sa mère lui a dit, « Je te l'avais dit. Cette fille t'enlèvera tout. Même ce que tu mérites. » Je ressentis une douleur profonde. Mais je n'ai jamais voulu lui enlever quoi que ce soit. Je le sais, murmura-t-elle. Mais elle ne peut plus le croire. Et depuis 50 ans, elle accumule. Je restais pétrifié, comme si une partie de mon enfance venait de se fissurer. La accumule quoi?
demandai-je d'une voix tremblante. Colette me fixa longuement avant de répondre. De la rancœur, mais aussi quelque chose de bien pire. Quelque chose qu'elle a commencé à mettre en place il y a quelques mois seulement. Les mots de Colette résonnaient en moi comme un écho glaçant, quelque chose qu'elle a commencé à mettre en place il y a quelques mois seulement. Je sentis une sueur froide glisser le long de ma nuque. Élise accumulait de la rancœur depuis 50 ans, mais à présent, il y avait un plan. Un projet. Une intention. L'expliquez-moi, soufflai-je. Que essaie-t-elle de faire? Colette jeta un coup d'œil autour de nous, comme si quelqu'un pouvait écouter. Je la vis hésiter, mâcher ses mots avant de les libérer. Elle cherche à vous isoler. Je restai interdite. M'isoler? Pourquoi ferait-elle ça? Parce que c'est ainsi que procèdent les gens qui nourrissent une haine profonde depuis longtemps. Ils attendent une occasion, une fragilité, une fissure dans votre entourage, et ils frappent. Avec douceur en apparence, mais une précision chirurgicale. Élise parle de vous partout. À vos anciennes collègues, à vos voisines, même à votre cousine Marianne. Elle leur dit que vous changez, que vous n'êtes plus vous-même, que vous devenez injuste, distante, instable. Je sentis une brûlure dans la poitrine. Mais c'est faux. Je n'ai rien fait. Colette hocha la tête. Justement. C'est pour cela que c'est efficace. Les gens doutent davantage de ce qui semble surgir de nulle part. Je me souvenais soudainement de ces derniers mois, 2 voisines plus froides qu'avant, une cousine qui m'appelait moins, une collègue de librairie qui m'avait dit « Élise s'inquiète pour toi ». À l'époque, j'avais trouvé cela touchant, même attentionné. Je n'avais pas compris qu'elle construisait une image de moi, une image sombre, qu'elle façonnait patiemment, comme une statue de mensonge. Ce n'est pas tout, continua Colette. Elle parle aussi de Laurent. Je sentis mes doigts se resserrer sur le bord de la table. Quoi encore? Elle dit que tu le manipules. Que tu le tiens sous ta coupe. Elle va même jusqu'à insinuer que votre relation est basée sur un mensonge. Elle se met des doutes, petit à petit. Chez lui, chez ses amis, partout où elle peut. Je restais figée. Je pensais à Laurent, si calme, si doux. Et à son regard ces derniers jours, légèrement confus, parfois inquiet, comme s'il voulait me poser une question sans oser. Était-ce déjà l'effet d'Élise? Mais quel est son but? Murmurai-je, horrifiée. Que espère-t-elle obtenir? Colette avala une gorgée de thé avant de répondre. Elle veut que tu te retrouves seule. Que tout ce que tu as construit s'effondre. Et ensuite, elle prendra ta place. Elle dira qu'elle t'a soutenu, qu'elle t'a prévenu, qu'elle est la seule qui était là quand tout allait mal. Je faillis me lever, tant la nausée me submergeait. Pourquoi maintenant? Après tant d'années? Parce qu'elle sent que tu es à un tournant. Parce que tu avances, Madeleine. Ton mariage approche, non? Je hochai la tête. Dans 6 mois. Elle posa sa main sur la mienne. Alors fais attention. Ce n'est pas une coïncidence. Pas une intuition. C'est un point culminant. Et Élise n'acceptera jamais que tu sois heureuse là où elle pense avoir échoué. Une vague de vertige m'emporta. Élise, ma confidente. Élise, qui avait partagé ma vie entière. Elle me haïssait au point de vouloir détruire toute ma stabilité? Je me levai lentement. Je dois lui parler. Colette secoua brusquement la tête. Ne fais surtout pas ça. Pas encore. Si tu l'affrontes maintenant, tu la pousses à accélérer son plan. Et elle est bien plus dangereuse que tu ne l'imagines. Je déglutis. Alors, que dois-je faire? Colette me fixa d'un regard sombre. Tu dois d'abord savoir la vérité complète. Et cette vérité, quelqu'un d'autre la détient. Quelqu'un qui a vu Élise agir dans l'ombre depuis des années. Quand Colette prononça ces mots, quelqu'un d'autre détient la vérité complète, un mélange d'effroi et d'urgence m'envahit. Je pensais que tout avait déjà été dit, que rien ne pouvait être pire que ce que j'avais entendu. Mais le ton grave de sa voix me fit comprendre que ce n'était que la surface, et que les racines du mal étaient bien plus profondes que je ne l'aurais jamais imaginé. Qui? Demandai-je, presque en chuchotant,
comme si le nom allait déclencher une tempête. Colette regarda par la fenêtre, le regard perdu dans la foule qui passait. Quelqu'un qui vit dans le même immeuble qu'Élise depuis 30 ans. Quelqu'un qui a vu des choses, qui a entendu des choses. Quelqu'un qu'elle croit invisible. Je sentis mon souffle s'accélérer. Et pourquoi cette personne ne m'a-t-elle jamais parlé? Parce qu'Élise surveille tout. Elle observe, écoute, soupçonne. Elle a cultivé cette méfiance maladive toute sa vie. Mais ce voisin, un vieil homme nommé Armand, a décidé de vous parler. Avant qu'il ne soit trop tard. Je restai pétrifiée. Trop tard, pourquoi? Colette posa sa main froide sur la mienne. Pour empêcher qu'elle ne ruine tout ce que vous avez. Elle ne se contentera pas de vous isoler. Elle veut vous faire douter de vous-même, jusqu'à vous détruire. Elle veut que tout le monde vous tourne le dos. Et après, elle prendra votre place dans leur vie. Tranquillement, subtilement, comme si elle vous remplaçait morceau par morceau. Un frisson parcourut mon dos. Cette idée me terrifia plus qu'une menace ouverte. Comment puis-je voir cet Armand? Il vous attend ce soir. Je l'ai prévenu que je vous parlerai. Il a insisté pour vous voir en personne. Je quittai le café tremblante, le cœur lourd comme de pierre. Le trajet vers l'immeuble d'Élise où vivait également ce mystérieux Armand me parut interminable. Le ciel était gris, menaçant de pluie, ajoutant une lourdeur à l'air déjà saturé d'inquiétude. Lorsque j'arrivai devant l'immeuble, un bâtiment ancien à la façade décrépie, je sentis mes jambes faiblir. Une part de moi avait envie de fuir. Une autre me poussait à continuer. Je montai les escaliers lentement, chaque marche résonnant comme un compte à rebours. À l'étage, une porte s'ouvrit avant même que je ne frappe. Un homme âgé, aux cheveux blancs ébouriffés, se tenait là, ses yeux bleus pétillants d'une lucidité presque troublante. « Vous êtes Madeleine » dit-il sans poser de questions. « Entrez. » Je m'avançai, les mains moites. L'appartement était sombre, rempli de livres et de papiers éparpillés. Armand ferma la porte derrière moi, puis s'assit dans un fauteuil. « Je vais être direct, dit-il. J'ai vu Élise faire beaucoup de choses. Des choses que vous ignorez. Des choses qu'elle ne veut surtout pas que vous découvriez. » Je sentis mon cœur bondir. « Quelle chose ?» Armand soupira profondément. « Elle lit votre courrier. Depuis des années. Elle écoute vos conversations dans l'escalier. Elle a copié vos clés une fois, il y a très longtemps. Et récemment, elle a fait quelque chose de bien plus grave. » Je reculai, horrifié. « Mais pourquoi ferait-elle tout ça ?» Armand me regarda droit dans les yeux. « Parce qu'elle ne veut pas seulement votre vie. Elle veut votre identité. Votre rôle. Votre existence. » Je sentis mes jambes se dérober. Armand poursuivit. « Madeleine, elle a commencé à dire à certaines personnes que vous perdez la tête. Que vous oubliez des choses. Que vous inventez des histoires. Elle prépare quelque chose. Un acte final. » Mon cœur s'arrêta une seconde. « Quel acte ?» Armand prit une inspiration douloureuse. « Elle veut vous faire passer pour folle, pour pouvoir vous remplacer complètement. Et ce qu'elle a prévu de faire demain, pourrait tout changer. » Lorsqu'Armand prononça ces mots, « ce qu'elle a prévu de faire demain, pourrait tout changer », je sentis mon cœur s'arrêter net. Une lourde angoisse m'envahit, comme si l'air avait soudain disparu de la pièce. Je m'assis, incapable de rester debout. Armand, malgré son âge, avait un regard tranchant, précis, comme quelqu'un qui avait observé en silence pendant trop longtemps. « Qu'a-t-elle prévu ?» parvins-je à murmurer. Il se pencha légèrement vers moi. « Demain matin, elle doit voir Laurent. Seule. Chez lui. Elle lui a dit qu'elle devait lui parler d'urgence. Elle va lui raconter que vous perdez la mémoire, que vous êtes jalouse maladive, que vous avez des hallucinations. Elle va lui montrer des notes qu'elle a écrites elle-même, en prétendant que ce sont des messages incohérents que vous lui auriez laissés. » Je restai muette, les yeux grands ouverts. Non, Élise ne ferait jamais. Mais je m'interrompis. Oui, désormais je savais, elle le ferait. Elle l'avait déjà fait, d'une certaine manière. Depuis combien de temps préparait-elle ce piège ?
Depuis quand tissait-elle chaque fil, lentement, patiemment, avec une précision clinique? Armand continua. Elle veut qu'il pense que vous perdez pied. Et une fois qu'il aura le moindre doute, elle le nourrira, encore et encore. Jusqu'à ce qu'il doute de tout, de vos gestes, de vos mots, de votre santé mentale. Je sentis une vague de panique monter en moi. Elle veut me faire passer pour folle? Exactement. Armand hocha la tête. Et une fois que tout le monde vous verra ainsi, elle prendra votre place. Peu à peu. Dans votre vie sociale. Dans votre vie amoureuse. Dans votre vie familiale. Je reculai, horrifié par l'ampleur du plan. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Armand fronça les sourcils, cherchant ses mots. Parce que vous représentez ce qu'elle n'a jamais réussi à être. Parce que chaque moment où vous avez été heureuse l'a écrasé un peu plus. Parce que chaque victoire de votre part réveillait en elle l'échec qu'elle refusait de regarder en face. Elle ne vit que par comparaison. Et dans son esprit, votre disparition sociale serait sa libération. Je sentis mes mains trembler. Alors que dois-je faire? Demandai-je d'une voix brisée. Armand me fixa intensément. Vous devez l'empêcher de voir Laurent demain. Vous devez lui parler avant elle. Lui dire la vérité. Lui raconter tout ce que vous savez. Et surtout, vous devez couper les ponts avec Élise. Définitivement. Tant qu'elle est dans votre vie, vous serez en danger. Ces mots me heurtèrent comme une gifle. Couper les ponts avec Élise? Avec celle que je considérais comme ma sœur? Avec celle qui avait assisté à toutes les grandes étapes de ma vie? Mais je savais qu'il avait raison. Ce n'était plus de l'amitié. Ce n'était plus du lien. Ce n'était plus du passé. C'était une menace. Un poison. Un danger réel. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne se lève, je frappai chez Laurent. Mes mains tremblaient, mes jambes faiblissaient, mais ma voix fut ferme. Je lui racontai tout. Absolument tout. Les mensonges, la rancœur, les manipulations, les confidences d'Armand, l'avertissement de Colette. Je m'attendais à ce qu'il doute, qu'il hésite. Mais il me prit dans ses bras. Je te crois. Depuis toujours, je te crois. Mes yeux se remplirent de larmes. Quelques heures plus tard, Élise tenta de le contacter. Il ne répondit pas. Elle tenta de venir chez lui. Il ne l'ouvrit pas. Elle essaya ensuite de me voir. Mais cette fois, je ne lui ouvris pas non plus. Ce soir-là, en fermant ma porte à clé, j'eus pour la première fois en 50 ans, la sensation de fermer définitivement une autre porte, celle où j'avais laissé Élise vivre à l'intérieur de ma vie. Elle resta dehors. Dans le froid. Loin. Exactement où sa haine devait enfin rester.